Ça, c'est l'élément le plus intéressant de la théorie, effectivement. Que c'est la réponse de Brooke qui l'a vexée, mais j'ai quand même l'impression qu'elle souffre de quelque chose, ce qui est assez paradoxal, vu qu'ils sont censés être immortels. Est-elle malade? Est-ce juste son ego qui est touché? Je dois avouer avoir une mini-théorie que je trouve assez intéressante, c'est que les bandages dont elle se recouvre cachent des signes de la maladie des écailles de saphir. Oui, cette même maladie qui a Tiens. tué Ginny après l'avoir contractée à cause des diverses expériences. Ce serait la fille de Brooke. Ah ouais, ça c'était la théorie de Henrik. Ah bordel, je lui ai demandé quand est-ce en Vogue et il m'a dit lundi ou mardi, bordel de merde. On est lundi actuellement. Je vais voir s'il y a moyen de le choper en vite fait. Expérience et médicamentation administrée par Saturne lorsqu'elle fut sur Marie-Joise et qui sera malheureusement héritée par Bonnie. Je vous dis ça car si on oublie les théories que je vous ai citées aujourd'hui et qu'on se base sur la vraie seule que j'ai pu vous faire sur Gunko, à savoir qu'elle est l'une des expériences de Saturne, eh bien on pourrait découvrir que sa mère était l'une des 7 autres maîtresses du dragon céleste qui était la 8e femme d'un concitoyen de la Terre Sainte. Waouh! Ah ouais, c'est une dinguerie. avait Ginny. C'est des fous furieux les mecs là-bas, hein. En 8e épouse. Et en gros, vu qu'elle est immortelle, eh bien la maladie de Gunko n'évoluerait pas vraiment, mais elle en subirait quand même toute la douleur que ça génère, même si le haut de son corps est ironiquement plus couvert que les autres chevaliers divins. Voilà, eh ben écoutez, dites-moi si vous aussi vous avez pensé qu'elle souffrait d'un truc en particulier ou si je suis le seul gros blaireau qui s'est fait des films. Quoi qu'il en soit, on a largement assez parlé d'eux. Hier, pour ceux qui n'étaient pas là pendant la session appel jusqu'au bout de la night, il y a un frérot. Il est venu à 4h du matin, il parlait d'une théorie sur Luffy. Dites-vous, il y a sa femme, à 4h du matin, elle est venue l'engueuler. Bon, au-delà d'être drôle, c'est pas ça le plus important de l'histoire, mais bon oui, c'était drôle. Dites-vous, lui, il a une femme. Regardez comment il est en galère, le pauvre. L'autre, il a 8 femmes. Il est l'heure de passer vite fait à la suite. Pour résumer grossièrement, Somers fait une annonce à tout Elbaf expliquant qu'ils ont 10 gamins qu'ils vont sacrifier si jamais ils n'effectuent pas un auto-da-fé sur l'île, à savoir la destruction de la bibliothèque et de l'école, ainsi que jurer allégeance aux chevaliers divins. J'ai fui. Ah ouais, c'était drôle, c'était drôle. Normalement, j'ai pas besoin de vous expliquer pourquoi ils veulent ça, mais en tout cas, l'idée est de stopper net le pacifisme des géants instauré par Harald pour faire d'eux dans le futur des mercenaires du gouvernement. Moi, j'ai une question pour vous. mondial. Il y en a qui disent que, en gros, pour eux, il n'y a aucune tension par rapport aux enfants. Et en gros, pour eux, bon, c'est... Mais alors pour moi comment je ressens le truc, bon, il y a des moments où dans OP, il y a des moments où c'est écrit pour qu'il y ait de la tension, effectivement, je ressens pas forcément. Mais là au niveau des enfants, quand je vois que tu peux pas les arrêter et que le plan est parfaitement ficelé pour, je me dis c'est chaud hein. Maintenant, le problème c'est qu'ils ont fait les cons et qu'ils ont passé un appel à toute l'île, donc c'était pas le move le plus intelligent à faire, mais sinon avec les enfants, je trouve ça quand même bien fait. Mondial. Pas ouf, l'ambiance, on va pas se le cacher, on va avoir tout ça, mais ce qui est intéressant, c'est que pour la première fois, on voit les autres villages d'Elbaf réagir à cette annonce, dont un village de chasseurs et un village d'artisans. Notez qu'il s'agit du village nord-ouest et sud-ouest, mais surtout que le village principal d'Elbaf avec le château d'Harald et tout là, c'est le village ouest. Ce qui veut dire que pour l'instant, nous n'avons découvert que la partie ouest d'Elbaf, il doit rester également 2 ou 3 villages de l'autre côté, dans la partie est du coup. Si chacun des villages a une fois encore un thème ou une catégorie, comme les chasseurs et artisans, alors il se peut qu'on découvre un village de Thrall ou de Thrall, des esclaves dans la société viking, ou bien encore un village de vrais guerriers, ou au contraire de savants, enfin bref, vous avez capté l'idée, une autre part de la société des guerriers nordiques. En tout cas, c'est très cool de voir les différentes tribus et villages dont on entend tant parler depuis le début. Voilà qui m'a dit qu'il n'y avait que ce village dans Elbaf. Y a quelqu'un qui te l'a dit, genre? En fait. Maintenant, du côté des monstres... Un pays aussi grand, il y aurait qu'un village. Qui t'a dit ça? Il y en a de nouveaux, plein de nouveaux monstres issus de cauchemars qui pop, dont les femmes de certains géants, ce qui, je dois dire, m'a bien fait rire. Finalement, géant d'Elbaf ou non, on a tous les mêmes peurs, hein. Non mais moi, il y a un monstre sinon qui m'a intéressé en particulier, je vais pas tous les passer en revue parce qu'un peu flemme, mais celui-là, l'espèce de chimère chelou, m'a donné un sentiment de déjà-vu. Il ressemble étrangement à la créature apparue sur les tories de pierre au chapitre 101, dans la montée de Rivers Mountain. Alors faut quand même faire appel à son imagination, hein, mais je trouve que parmi les créatures de One Piece, c'est celui qui ressemble le plus, surtout que là, le monstre d'Elbaf, c'est une pensée, une peur, un cauchemar, donc ça... Tu te rappelles pas, quelqu'un avait dit qu'il y avait quasi personne sur l'île? Ouais, je me rappelle plus. Quelqu'un qui est venu en vocal? Ah, peut-être. Ah, peut-être. Bon, je réécouterai de toute façon et je regarderai. Ça peut potentiellement représenter une créature du folklore de One Piece et de sa légende qui effraie les jeunes pousses d'Elbaf. Et concernant l'animal sur le Tori, là, c'est pas non plus un truc dessiné au pif qu'Oda a fait. Ça a un sens, un vrai sens qu'on n'a pas encore, mais ça ne saurait tarder. Cette créature a potentiellement un lien avec l'ancien royaume et les rois des mers, et peut-être que pour la première fois depuis le chapitre 101, nous voyons
sa représentation aujourd'hui par l'esprit d'un habitant d'Elbaf. Bien, maintenant focalisons-nous sur la fin de ce chapitre parce que ok tout ça c'est cool mais faut quand même sauver Elbaf et Robin et Gaban. On y est. Le grand ratiboiseur, le grand mange-montagne, le dévoreur de montagne. Sont bien décidés à combattre. Les problèmes. Scopper les problèmes Gaban. Là, normalement, Robin va affronter Gunko tandis que Gaban va affronter Sommers. C'est le combat des ratiboiseurs. assez simple à expliquer. Si Robin risque déjà de galérer face à Gunko, elle a strictement aucune chance face à Sommers. Il a littéralement le fruit du démon, parfait pour la counter. Robin a un fruit très puissant. Elle l'utilise super bien, mais toutes les mains qu'elle génère sont comme des extensions de son corps. Et les dégâts qui leur sont causés se répercutent directement sur elle. Je la vois pas affronter un homme épine si aisément, ni d'une façon totalement logique. Non, par contre, elle s'occupera de Gunko. Et ça risque quand même d'avoir une dimension giga intéressante parce que là, on a affaire à une Robin qui veut protéger et qui veut se venger du mal fait à ses amis. Et aussi, pour la première fois depuis son enfance, elle a l'occasion de... Après, c'est un mal pour un bien. T'as Jinbei qui fout rien, Jinbei qui réfléchit à une méthode. En fait, Jinbei, il est comme nous en Cross Guild pendant les appels. Il réfléchit à comment est-ce qu'il peut contrer la régène des chevaliers divins. Le problème, c'est que tu manques tellement d'éléments. Même nous qui connaissons, même nous qui avons une vision plus large, vu qu'on a des scènes que forcément Jinbei n'a jamais vues, et on comprend pas trop comment passer outre. Alors lui, ça va être compliqué, il peut réfléchir longtemps. Par contre, attention, si vraiment Jinbei comprend tout seul comment, alors là, magnifique. Alors là, faut le dire, parce qu'au niveau de Egghead, les doyens, personne n'est passé outre. Personne n'a compris comment. Donc si vraiment Jinbei réussit, là pour le coup, faudra pas lui chier dessus. Sauver la librairie d'Ohara, sa bibliothèque, les livres qui sont dedans, les livres qui ont été récupérés par Zoro, c'est vraiment important. Alors qu'elle décide de prendre les choses en main avec autant de sûreté, c'est sûrement un signe que même si elle l'emporte pas sur Gunko, elle se battra. Et elle le fera bien tout simplement car son dernier véritable adversaire en date, Black Maria, était sensiblement similaire à Gunko. Dans son combat, et vous vous en souvenez très sûrement, Robin avait utilisé deux techniques exceptionnelles, Gigante Fleur et Démonio. Elle apparaissait en modèle géant avec plusieurs bras et se faisait justement immobiliser par plusieurs fils d'araignée similaires au bandage que peut utiliser Gunko. Je sais pas vous, mais je pense que le moment est venu pour réutiliser ces techniques face à Gunko pour la mettre. Imaginez, Jinbei n'arrive pas à se libérer des trucs de Gunko alors que Robin arrive à les détruire. Imaginez. Là, si vraiment ça arrive, même si moi j'aurais plus tendance à dire que Jinbei peut se libérer mais que pour l'instant il réfléchit, si vraiment il en est incapable et que Robin en est capable, va vraiment falloir avoir une vraie discussion sur Jinbei. Maîtriser avec plus de facilité, voire même de la repousser. C'est d'ailleurs dans un combat pareil avec une aussi grosse différence de puissance et un tel enjeu que Robin pourrait potentiellement dévoiler un premier aperçu du haki. Ce qui ne serait honnêtement pas de refus, surtout qu'elle en possède les capacités après avoir tant développé son fruit et appris des techniques du karaté des hommes. Il réfléchit longtemps aussi, ouais. Ah bah ça... Façon. En bref, j'ai vraiment très hâte de voir ce combat. Gaban, lui, a aussi un match-up. C'est ta Robin qui fait tout le taf et que lui faut rien. Parfait contre Sommers. Ce dernier invoque du végétal, des épines. Or, Gaban possède des haches et coupe tout ce qui passe sous ses lames. Sommers sera très vite acculé par l'inefficacité de son pouvoir, mais possède malgré tout une épée et un canabo qu'il pourrait utiliser dans son combat. Là où ça deviendra particulièrement intense, c'est quand il s'agira de contrer la régénération de Sommers. Je vous en parlais. C'est surtout qu'Oda nous a raconté l'histoire de Gaban, c'est ça, hein. Vu que c'est le grand ratiboiseur, le grand mangeur de montagne, l'autre avec ses espèces de trucs en épines, c'est vraiment compliqué contre lui. Et encore la semaine dernière et encore les semaines. Sauf si t'as Bellingham, pardon. Sauf si t'as Bellingham qui intervient. Et là, pour le coup, t'es un 2 contre 1 et là, c'est beaucoup plus intéressant. D'avant. Mais encore une fois, un contre 1, bon, man général... Saint-Sommers, Saint-Sony, on t'aime bien, mais n'exagérons pas non plus. Si Oda décide de suivre le même schéma habituel, alors Gaban fera une Rayleigh. Et Rayleigh, quand il est arrivé sur Sabaody pour sauver... Tiens, qui voit l'âge? Le chien, Schlang. Rayleigh devant Schlang. De Kizaru. Il a fait quoi? Il a utilisé du gros haki sur son gros panard pour contrer le pouvoir Logia. Ça dégage, Schlang. De Kizaru, ce qui a été un déclic par la suite pour l'apprentissage de Luffy à ses côtés et de pouvoir des années plus tard combattre efficacement Kizaru en Gear 5. Alors Gaban arrive non pas pour contrer un quelconque fruit du démon, mais plutôt pour apporter une lumière, une précision sur la vulnérabilité de l'immortalité des chevaliers divins. Avec son haki des rois, il parviendra à trancher Sommers et le blesser efficacement pour faire comprendre aux lecteurs et aux protagonistes que c'est le seul pouvoir capable de surmonter leur puissance. Il y a aussi un détail loin d'être anodin que j'ai capté en relisant vite fait l'arc tout à l'heure, c'est que
que Ripley, c'est une géante, ok. C'est la femme de Gaban, d'accord. Mais c'est surtout une professeure d'école. Et le hasard veut qu'elle soit professeure en biologie. Existe-t-il un monde où, en tant que potentielle experte en biologie, et surtout chez les géants avec une culture différente, elle ait étudié le cas de régénération des démons du gouvernement mondial après la demande de Gaban, qu'elle puisse apporter une explication ou je sais pas, une forme de précision utile à la compréhension. God Valley, vu que Gaban était sur God Valley et que t'avais des mecs qui étaient capables de se régénérer à God Valley. Donc après le truc de Ripley, pourquoi pas, hein, éventuellement. Mais il y a plus simple entre guillemets, vu que Gaban était dans l'endroit où il n'y a jamais eu autant de mecs qui peuvent se régénérer. De ce pouvoir. De toute façon, et même si c'est pas le cas, à moins que sur God Valley, ça allait taper et se régénérer à volonté, ça m'étonnerait quoi. Il est certain que Gaban sait des choses à leur sujet, impossible qu'il en soit autrement, après l'aventure qu'il a passée aux côtés. Il y avait Saturne, ouais, il y avait Saturne, mais il y avait surtout les Chevaliers Divins. Ils étaient tous là, quoi. De Roger et surtout en ayant affronté certains d'entre eux sur God Valley, il y a 38 ans. Il y avait toute leur clique, hein. C'était le rassemblement des Grinch. Je tiens quand même à préciser une dernière fois que malgré toutes les attentes qu'on puisse avoir envers Gaban, malgré son passé et sa puissance probablement plus que délirante, il ne nous fera jamais l'effet d'un Rayleigh. Non pas parce qu'il est forcément... Sens probablement plus que délirante, il ne nous fera jamais l'effet d'un Rayleigh. Ah, je sais pas. Hein. Je sais pas. Est-ce que j'ai les images pas loin? Je les ai. Tout est là. Tout est là, les frérots. Honnêtement, pour moi, le dévoreur de montagne, c'est à minima équivalent à Rayleigh. À minima, dans le sens où si vraiment si vraiment t'es un pro Rayleigh, tu dis allez, le dévoreur de montagne, c'est... Après, bon, si ton cœur penche plus du côté de Gaban, quand même pas mal qu'ils se sont chiés dessus, hein. Après, s'il fait surtout référence au combat Rayleigh Kizaru est là contre Summers, au contraire. À mon avis, il aura une importance toute particulière dans l'arc. Mais bon, on verra bien. Non pas parce qu'il est forcément... Comme c'était le cas pour Rayleigh, mais bon, vu que Rayleigh, il avait pas d'intérêt à sortir le grand jeu, entre guillemets, contre Kizaru, là, c'est pas le cas pour Gaban, il y a son fils qui est enlevé, quoi. Moins fort que ce dernier, mais plutôt car il est moins fort que Luffy et les derniers ennemis qu'il a combattus. À l'époque de l'introduction de Rayleigh, il était bel et bien 100 fois plus fort que n'importe quel Mugiwara ou antagoniste que nous avions pu rencontrer jusqu'alors. Mais entre-temps, tout a changé et plus jamais la différence sera autant flagrante vu que nous sommes... Ah, il a pas affronté 1000 personnes plus fortes, Luffy, hein. Habitué. Il a affronté qui? Kaido, un mec plus fort que Gaban. Il a affronté qui? Kaido, c'est tout. Après t'as le Gorosei, mais individuellement, jusqu'à preuve du contraire, il n'y en a aucun qui est plus fort que Gaban. Avoir des niveaux de puissance totalement délirants. Ouais, mais Big Mom, je pars du principe que c'était pas vraiment... Mais bon, imaginons qu'on ait également Big Mom parce que c'était pas vraiment un combat. Et rentrons également... Fujitora. Ah, pas mal, Maroc, pas mal, très bonne blague, pas mal. Vous comprenez où je veux? Ah, franchement, pas mal. Venir, ne soyez pas trop dur. Si je suis à deux doigts de te donner un badge VIP, là, franchement, pas mal. Gaban ne nous donne très bonne blague. Pas la même sensation de supériorité que Rayleigh à l'époque. Les temps ont changé et il ne faut surtout pas sous-estimer l'expérience des anciens. Allez, comme d'habitude, on se retrouve pour notre courrier hebdomadaire. Je réponds aux questions que vous avez posées sur ce chapitre. Salut Goji, les Chevaliers Divins ont peur de Luffy. Est-ce que c'est parce qu'il a... Bah écoutez, on va en profiter pour regarder un petit peu les questions des mecs. Hein. Le mec qui s'appelle Locomotive, son arrobas c'est Chouchou. Bordel de merde. Locomotive, il s'appelle Chouchou. Les gens sont complètement fous. Bah écoutons la question de Locomotive et Kei Chouchou. Il a un pouvoir capable de les vaincre, même Gaban ne les effraie pas, Jinbei ne semble pas... Même Gaban ne les effraie pas. Bah après ils savent pas qu'il est là Gaban, jusqu'à preuve du contraire, ils ont pas parlé de lui, ils l'ont pas croisé. On n'a pas encore vu un chevalier divin qui parlait de Gaban, sauf si je me trompe, hein, vous me corrigez si je me trompe. Peut-être qu'ils savent qu'il est là ou qu'ils ont parlé de lui, mais si c'est le cas, ce serait encore plus étonnant que pour Jinbei, là pour le coup, c'est le dévoreur de montagne. Hein. Est-ce que Chouchou se trompe ou est-ce qu'effectivement il y a une case où ça dit Gaban n'est pas loin ou le dévoreur de montagne n'est pas loin? Ça m'étonnerait, j'aurais relevé quand même une info aussi importante, ça m'étonnerait. Avoir trouvé un moyen... Non, ouais, même Shamrock, personne ne mentionne Gaban, moi je me disais bien, sinon j'aurais été au courant quand même. De les vaincre non plus. La locomotive, hein? Pas la locomotive la plus efficace, hein? Alors, sauf si je me trompe, les Chevaliers Divins n'ont jamais parlé de Gaban, si, ou alors j'ai vraiment totalement zappé un truc là, et donc
Dans le cas où ils ne savent pas qu'ils se trouvent ici et donc que ça fasse exactement comme Rayleigh sur Sabaody qui apparaît de nulle part pour les attaquer et manifester sa présence, ils seront sûrement très décontenancés. C'est pas le wagon qui est le plus écharbon. De voir une telle légende apparaître devant eux et les combattre, surtout. Ah ouais, c'est le dévoreur de montagne. Hein. En principe, n'importe qui dans le monde, bah regardez Barbe Noire. Hein. Barbe Noire, quand il a vu Rayleigh, c'était chaud. Donc t'as un équivalent. Allez, peut-être qu'il est moins connu. Peut-être qu'il est un peu moins connu, mais... de ce que je me... Ouais, Jinbei a dit quoi? Et je vais enfin pouvoir citer Jinbei dans un cadre positif. Il a dit, c'est une histoire connue. Quand Roger était malade, il était au fin fond des montagnes et que Gaban est sorti, il a ratiboisé tout le monde. Il a ratiboisé, il a dévoré les montagnes. Donc bon. Ça va forcément remettre en question leur plan et leur potentielle victoire. Ouais, ça va se chier dessus. Hein. Et justement, à ce moment-là, on pourrait peut-être découvrir que Gaban reconnaît les chevaliers divins puisqu'il a déjà affronté les mêmes par le passé. Ça serait ouf. Pour Luffy... Après, en termes de flow, Prime, Rayleigh, c'est... Rayleigh, c'est... Hein, on se comprend. Ils ont peur de lui, c'est pour plusieurs raisons. Je vais faire comme Brook, je vais pas terminer mes phrases. Rayleigh, c'est... Raisons très simples. Et Gaban, c'est... Comme je le disais, Luffy a la puissance et l'aura d'un Yonko maintenant. Je trouve que c'est sur Egghead où il nous l'a le plus démontré, en n'offrant aucune chance à Lucci et donner cette même sensation face à Kizaru et le Gorosei. En soi, si Luffy n'est pas ressorti vainqueur de ses combats contre le Gorosei... Ah, c'est un cheat code de pas finir ses phrases. En fait, tu peux laisser une espèce d'ambiguïté. Vous voyez, c'est vraiment pas mal. C'est parce que les vieux sont immortels. Genre, Jinbei, c'est vraiment un énorme... Jinbei, c'est tellement un. Il faudrait tellement faire de Jinbei un. Faudrait tellement l'envoyer à... Là, tu dis l'envoyer à Tokyo, qui passe des vacances. Ou l'envoyer à côté de Vasco Shot, en prison. C'est à vous de décider. Sinon Ouais, je fais comme Brook, c'est un bon cheat code ça.